Bonsoir à tous. Le Noise ESCP est ravi de vous accueillir pour cette table ronde exceptionnelle ici à l'ESCP, co-organisée avec le collectif pour un réveil écologique. Je remercie tout particulièrement les deux intervenantes du groupe L'Oréal et LVMH qui sont présentes avec nous ce soir, et aussi l'administration de l'ESCP qui nous a permis d'avoir l'amphithéâtre Gélis ce soir. Cette table ronde sera l'occasion de discuter et de creuser les engagements pris et annoncés par les groupes L'Oréal et LVMH. Donc cette table ronde est une réelle opportunité pour le Noise ESCP. En effet, nous sommes une association qui a été créée ici même à l'ESCP en 2009 et qui compte aujourd'hui 9 antennes dans des écoles, que ce soit à Paris ou à Lyon. Et ainsi, donc le Noise, le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale, a pour première vocation de sensibiliser les étudiants aux problématiques et aux enjeux environnementaux et de développement durable. Ainsi, nous avons pour objectif de changer les habitudes des étudiants afin de les faire tendre vers des habitudes davantage durables. Notamment, nous proposons ici à l'école de partager des box zéro déchet ou bien des paniers bio, donc une fois toutes les 2 semaines. Nous avons aussi comme rôle d'informer les étudiants sur ces enjeux-là, en organisant par exemple des conférences, des tables rondes, des débats, mais aussi en partageant une newsletter de façon mensuelle. Et enfin, nous souhaitons verdir le campus, que ce soit sur un plan académique, mais aussi sur un plan de la vie extrascolaire. Ainsi, participer à l'organisation et à la tenue de cette conférence aujourd'hui nous est apparu cohérent avec les valeurs de notre association. Nous savons que les groupes LVMH et L'Oréal sont de potentiels employeurs des étudiants de l'école, et il est essentiel de donner aux étudiants les informations nécessaires pour qu'ils puissent faire des choix éclairés en ce qui concerne leur carrière et les enjeux de développement durable. LVMH et L'Oréal ont plusieurs fois été salués pour leurs efforts d'un point de vue écologique. Mais il existe toujours une méfiance vis-à-vis des problématiques de greenwashing. Nous espérons, étudiants en école de commerce soucieux des problématiques de développement durable, creuser dans les politiques écologiques de ces sociétés que vous connaissez tous et éclaircir leurs engagements annoncés. Je vais maintenant passer le micro à Antoine du collectif pour un réveil écologique. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Au nom du collectif pour un réveil écologique, je vous remercie d'être venus aussi nombreux en ces temps d'épidémie. Je remercie en particulier Hélène Valade, directrice développement environnement du groupe LVMH, qui l'a rejoint depuis seulement 2 mois. Je remercie tout particulièrement Alexandra Palt, directrice générale de la responsabilité sociale et environnementale du groupe L'Oréal, qui a remué ciel et terre afin de pouvoir participer à cet événement. Cela n'a pas été le cas des groupes Kering et Rocher, qui ont donné une fin de non-recevoir à notre invitation ce soir. Je remercie également l'ESCP de nous accueillir et le Noise ESCP d'avoir co-organisé cet événement avec nous. Mesdames, nous allons plancher avec vous ce soir sur la question de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les grands groupes du luxe. Nous sommes des représentants du collectif pour un réveil écologique, créé suite au manifeste étudiant du même nom. Dans ce manifeste, nous prenons acte de la crise écologique en cours et nous nous engageons à agir tout au long de nos carrières et en particulier au moment de notre premier emploi, du choix de notre premier emploi, afin de limiter cette crise écologique. Nous sommes aujourd'hui 23 000 à avoir signé ce texte, 32 000, dont certains sont présents ici ce soir. Depuis 1 an, nous avons porté ce message aux dirigeants d'entreprise et nous avons décidé, il y a peu, d'élaborer une grille de lecture et un questionnaire que nous avons envoyé à une centaine de grands groupes français afin d'évaluer leurs engagements environnementaux. Une soixantaine d'entre eux nous ont répondu, dont les groupes LVMH et L'Oréal. Nous les en remercions. Pour ce secteur, je rappelle que nous avons reçu des réponses de Rocher et Kering, qui n'ont pas voulu participer à cet événement, et que nous avons également envoyé ce questionnaire à Cartier, Hermès et Chanel,
qui n'ont pas souhaité nous répondre. Ce manque de transparence ne peut que nous faire douter de leurs ambitions environnementales. Pour exploiter toutes ces informations, et en nous appuyant sur notre compréhension des réponses à ce questionnaire, nous avons décidé d'organiser des tables rondes sectorielles devant un public en majorité étudiant, ou presque, afin de créer un dialogue entre jeunesse et grandes entreprises sur la question de la transition écologique. Que demandons-nous aux entreprises du luxe? Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Tous les scientifiques nous le disent, si nous voulons rester dans un monde vivable, et si possible agréable à vivre, nous devons limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés à la fin du siècle. Ce chiffre, ce n'est pas nous qui l'avançons, c'est le GIEC. Au-delà de 2 degrés, le réchauffement risque de devenir incontrôlable, la machine climatique de s'emballer et les températures grimper de 4, 5, 7 degrés à la fin du siècle. Ce réchauffement, que signifie-t-il? Si on regarde l'évolution de la température sur les 20 000 dernières années, on peut voir que nous avons gagné 4 degrés en à peu près 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, Paris était en plein milieu de la toundra, New York sous 5 km de glace, la mer 120 mètres plus bas. Je vous laisse imaginer ce que pourrait causer 4 degrés, cette fois-ci plus en 20 000 ans, mais en 100 ans. En parallèle de ce réchauffement, la biodiversité disparaît à vive allure. En 30 ans, c'est 80% de la biomasse d'insectes qui a disparu en France. 80%. Nous peinons à mesurer l'ampleur des conséquences de cette érosion de la biodiversité, mais elle risque d'être elle aussi dévastatrice. Ce constat accablant, nous devons tous nous mettre en action si nous voulons l'endiguer. Et les grandes entreprises ont un rôle majeur à jouer. Et ça tombe bien, car les grandes entreprises du luxe et des cosmétiques nous ont toutes répondu dans leur questionnaire qu'elles avaient pour ambition d'être des exemples, des influenceurs sur le chemin de la transition écologique. Mesdames, nous avons besoin de vous. Ce que nous demandons à vos entreprises, ce n'est pas de faire des actions pour limiter leur bilan carbone, mais d'être à la hauteur de ces défis que sont le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Nous ne voulons pas que vous en fassiez un peu, nous voulons juste que vous en fassiez suffisamment. Et suffisamment, d'après le GIEC, c'est par exemple d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire en 2050 de plus émettre de gaz à effet de serre. Il nous semble donc crucial de sortir des exigences de la rentabilité de court terme et d'inscrire les activités des entreprises dans des stratégies compatibles avec les trajectoires de neutralité dans 30 ans. Les différents groupes mettent en place des plans de réduction de leurs impacts environnementaux, comme vous pouvez le voir, à l'horizon 2020, 2025, 2030. De tels engagements à échéances aussi proches sont nécessaires. Mais sont-ils suffisants? Pour s'assurer que les entreprises sont à la hauteur, ne doivent-elles pas, dès maintenant, réfléchir à la transformation à plus long terme de leur business model? Une fois ces objectifs fixés, il faut pouvoir évaluer leur réalisation. Ainsi, les entreprises mettent en place des stratégies de reporting environnemental. Il est à noter que les entreprises du luxe ont énormément progressé ces dernières années sur ce sujet. Nous regrettons cependant de voir que les impacts ne sont toujours pas comptabilisés sur l'ensemble du périmètre de l'activité. De manière plus concrète, nous avons noté que certains points aux impacts environnementaux particulièrement importants, comme celui par exemple de la supply chain. À titre d'exemple, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le fret aérien représente une part considérable des émissions du secteur, qui plus est en très forte croissance aujourd'hui. Comment est-il possible de repenser ce business model en flux tendu? De même, concernant la biodiversité, les réponses laissent penser que les approches utilisées
sont très loin d'être systématiques. Les mesures mises en œuvre visent-elles à limiter ces impacts sur le lieu même de la cause, ou sont-elles restreintes au financement de fondations et de projets de compensation? La stratégie financière devrait également être repensée si l'on veut rendre acceptables les transformations nécessaires. Nous pouvons lire dans les réponses des 4 entreprises que le développement durable est vu uniquement comme une opportunité économique qui va apporter plus de croissance tout en permettant une forte décroissance des émissions. Nous y reviendrons lors des questions, mais si bien sûr les premières mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent être compatibles avec des économies, par exemple des économies de carburant, il est fort probable que la révision profonde du business model qui s'impose aujourd'hui ne pourra se passer sans une baisse de rentabilité, au moins temporaire. Nous pourrons donc parler de mécanismes de régulation interne qui nous paraissent intéressants, comme sur cette slide, le prix interne du carbone, un prix interne ambitieux qui pénaliserait les activités émettrices afin de financer des mesures d'efficacité et de sobriété. Enfin, nous nous questionnerons sur le rôle du luxe dans notre société. Celui-ci se veut être un influenceur responsable. Est-il vraiment prêt à contribuer à la transition de notre modèle économique et sociétal? Comment le pourra-t-il? Quel sera son business model en 2050? Nous reviendrons sur toutes ces questions au fil de notre table ronde. Et je vais maintenant laisser la parole à Youssef et Yasmine, membres du collectif, qui vont modérer cette table ronde. Bien, merci à The Noise, merci Antoine. Donc avec lui, on va animer cette première partie questions-réponses qui durera à peu près 45 minutes, durant lesquelles nous allons revenir sur tout ce que Antoine a introduit au travers de ces slides. Puis il y aura une demi-heure environ de questions entre le public et nos invités. Et mesdames, étant donné qu'on a pas mal de thèmes à aborder, je vous invite, si vous pouvez, à répondre de la manière la plus concise à chaque thème abordé. On tient les délais un peu serrés. Du coup, avant de... Ah, pas de batterie. Ça marche? Oui. Avant de rentrer dans des sujets plus précis, on aimerait introduire votre perspective sur les grands enjeux du secteur du luxe et du développement durable. Et du coup, on aimerait que vous répondiez de manière concise si possible, que vous parliez de manière concise si possible de ces grands enjeux. Parmi ces grands enjeux, lesquels vous trouvez vos entreprises bien avancées et vous trouvez que les efforts que vous faites commencent à devenir vraiment à être à l'auteur des enjeux. Les enjeux sur lesquels vous commencez à vous y attaquer, mais ce n'est pas forcément encore ça, et les enjeux où vous réfléchissez encore comment travailler dessus. La question est pour toutes les deux. Ça, c'est pas très bon pour le micro, de se partager le micro, donc peut-être on a une possibilité de faire fonctionner le quatrième pour que chacun ait son micro. Pour vous dire, de répondre de manière concise à cette question, c'est pas facile. Parce que vous me dites donc quels sont les enjeux de votre entreprise, de quelle manière vous y répondez, où vous êtes bon, où vous êtes mauvais. Donc ça, c'est plutôt un sujet de dissertation pour 30 minutes. Donc je vais citer des exemples et essayer de faire le plus court possible. Donc, alors, L'Oréal n'est pas qu'une entreprise de luxe. Donc ça, c'est déjà très important à savoir parce que c'est quelque chose auquel moi, personnellement, je suis particulièrement attachée. Donc on a une division luxe qui, en effet, rencontre un grand succès. Donc avec des marques comme Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, etc. Mais on a une grande division de produits grand public, que vous connaissez aussi, Garnier, Maybelline, etc., la marque L'Oréal Paris. Après, on a des marques qui sont distribuées dans les secteurs de la pharmacie, donc La Roche-Posay, Vichy, etc. Et le produit professionnel pour le secteur
de la coiffure, donc, qui sont des marques comme Kerastase. Donc pourquoi c'est important? Pour moi c'est très important parce que moi je veux m'adresser à tout le monde. Pour moi c'est important le côté mass market, pharmacie, coiffeur, parce que ce sont des gens qui sont très liés aux enjeux du quotidien, où il y a beaucoup de monde. On doit essayer de transformer des comportements, de transformer le produit, que le développement durable justement ne soit pas qu'une question de luxe, mais qu'elle soit accessible aussi de produits durables et désirables à tout le monde. Donc, quand je pense pour nous, en tant qu'entreprise, donc je sors uniquement du luxe, mais je pense, nous, en tant qu'entreprise, quels sont les grands enjeux? Donc, contrairement à ce que vous faites parce que là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est sur l'analyse sur le CO2, et donc je vous dis pourquoi, parce que ça, pour le coup, on l'a bien géré, et sur d'autres sujets, je peux vous dire qu'on a des vrais challenges encore devant nous. Donc, sur le CO2, il faut dire que L'Oréal, on a commencé par là. Notre transformation écologique, parce que c'était le plus évident, on est une grande entreprise industrielle, on produit 80% de nos produits nous-mêmes, ce qui fait que très tôt, on a travaillé sur l'impact de CO2, donc de nos usines et de notre activité industrielle. Est-ce que tout le monde connaît Scope 1, 2 et 3? Oui? Non? Ok. Donc, ouais, mais bon, c'est pas aussi simple que ça, donc on va le rappeler, parce que ça c'est écrit en petit. Le Scope 1, donc c'est qu'est-ce que j'ai produit comme émission moi-même. Le 2, c'est qu'est-ce que j'achète comme électricité et quelles sont les émissions liées donc, à l'énergie que j'achète pour faire fonctionner ma chaîne de valeur, mes usines. Et le Scope 3, c'est toutes les émissions indirectes. Donc, c'est ce que vous émettez dans votre salle de bain, c'est mon Scope 3. Hein. Donc, quand vous utilisez trop d'eau chaude, et donc j'espère en sortant de la soirée d'aujourd'hui, plus personne ne le fera. Donc pas trop d'eau chaude, pas de bain, pas de douche qui dure plus de 6 minutes, parce que ça c'est le Scope 3 qui donc contribue, pas juste parce que ça contribue à vos émissions, mais surtout parce que ça peut être votre contribution à réduire aussi donc, la consommation CO2. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, ce qui n'est pas écrit là, c'est ce qu'on a déjà réussi à faire, c'est justement notre plus grand succès, on est reconnu mondialement là pour cela, c'est qu'on a réduit nos émissions de CO2 de 78% Scope 1 et 2 depuis 2005. C'est-à-dire on a décorrélé notre croissance de nos émissions CO2 parce qu'en même temps notre production a augmenté de 37%. Donc ça, ce sont des données qui sont auditées par le commissaire aux comptes, qui sont donc évaluées par le CDP, ce qui fait de nous la seule entreprise à avoir reçu donc une reconnaissance du CDP pour cela 4 ans de filet comme une des meilleures entreprises au monde. Donc ça, en 2025, on sera carbone neutre sur le Scope 1 et 2. Donc, toutes nos usines, tous nos sites de recherche, tous nos sites administratifs sont neutres en carbone. Après, on a à s'attaquer à tout le Scope 3. Et tout le Scope 3, en effet, on sera neutre. On a un plan de ce qu'on appelle le Science-Based Target. Donc, c'est dont Antoine a parlé. C'est qu'aligné avec la connaissance de la science, comment arriver à la neutralité en 2050 pour être inscrit sur une trajectoire. Pour nous, c'est une trajectoire 1,5 degré. Donc, qui est même en dessous de 2 degrés, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en fait, il faut être à 1,5 degré si on veut quand même garder un safe operating space pour l'humanité. Donc, ça, c'est notre grand succès, je pense, dont nous sommes fiers. Mais ce n'est pas encore la partie la plus dure, parce que la partie la plus dure, elle est encore, on l'a entamée en 2013 d'attaquer, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, surtout ce qui est, en 2013, on s'est dit, bon, les émissions, réduction des émissions CO2, de la consommation d'eau, le déchet dans nos usines, ça ne suffit pas pour répondre à tous les enjeux que le monde affronte. Donc, on a pris une série d'engagements en 2013 et on va rendre compte en avril 2020.
où est-ce que nous en sommes, qui sont beaucoup plus autour du produit. Parce qu'à un moment, on a dit, si on veut être sérieux sur cette question, il faut travailler le produit et service qu'on vend. Donc à ce moment-là, on a pris l'engagement de dire, on va améliorer chaque produit qu'on met sur le marché. On va améliorer son empreinte environnementale. Et là où Antoine a complètement raison dans son introduction, ça c'est de l'amélioration incrémentale. Ça veut dire on fait moins mal, mais on ne fait pas encore assez. Ça c'est très clair. Maintenant, on s'est fixé cet objectif-là et j'en suis très fière parce que je peux vous dire où est-ce que ça nous a amené. Donc chaque fois faire mieux a fait que nos équipes changent ont complètement changé d'état d'esprit. Aujourd'hui, nos équipes, quand ils inventent un nouveau produit, bon, bien sûr, on fait des produits de beauté. Donc, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit aspirationnel, il faut qu'il y ait une belle performance cosmétique, etc. Mais chaque fois, ils intègrent également des paramètres du développement durable. C'est-à-dire comment je peux transformer mon packaging pour qu'il soit moins impactant. Comment je peux transformer ma formule. Quels ingrédients sourcés, de quelle manière je peux utiliser. Et aujourd'hui, et ça on voit très clairement, ça a amené un changement de l'état d'esprit de l'ensemble de nos collaborateurs qui est très impressionnant. Donc, est-ce qu'on a fait assez avec ces engagements? Non, pas encore. Est-ce que maintenant on rentre dans une nouvelle phase de transformation, que là on croîtrait, donc on va l'annoncer en 2020, on ne l'a pas encore dit, et donc je ne vais pas le dire ce soir, mais c'est vrai, toute la logique c'est de passer d'une transformation par rapport à soi-même, donc dire on fait moins mal, à une transformation de dire est-ce qu'on fait assez pour le monde et comment on fait assez pour le monde. Maintenant, je voudrais quand même dire, juste pour finir, et c'est peut-être ça le challenge le plus important, c'est que la société dans son ensemble, et ce n'est pas que les entreprises, ce n'est pas que un groupe, ou c'est un collectif de consommateurs, de politiques, d'entreprises. Notre économie était construite sur une théorie qui était on a des ressources illimitées, on les utilise, on jette, on prend de nouvelles ressources illimitées. Et maintenant, il s'agit de transformer complètement cette économie-là. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut accélérer cette transformation, mais on ne pourra pas l'achever du jour au lendemain. Ça, c'est très clair. Il faut une mobilisation du collectif, c'est-à-dire il faut une mobilisation de nous, de notre part, ce qu'on essaye vraiment de faire, je pense, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais par exemple, un grand challenge sur le plastique, on ne sera pas plastique free en 2021. On ne peut pas l'être. On n'a aucune solution technologique pour l'être. Mais en revanche, est-ce que vous voulez savoir si on a des plans pour se désengager du plastique donc non recyclé? Oui, complètement. Est-ce qu'on a des plans pour travailler sur l'innovation disruptive? Oui, bien sûr. Mais ces transformations-là, ils sont challenging aussi pour les entreprises, même si on met beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie. Merci. Merci. Merci de votre invitation. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir dialoguer avec vous, parce que c'est effectivement dans le dialogue et puis dans une intelligence collective avec vous qui avez un autre regard, évidemment, que nous sur ces sujets, qu'on progresse. Moi, je suis arrivée à LVMH depuis 2 mois, donc je vais vous faire un peu, pour répondre à votre question directement, un rapport d'étonnement, puisque je suis encore dans cette phase où je découvre un certain nombre de choses et je suis en train de préparer la suite. Donc ça me permet de vous révéler un peu ce que je ressens en arrivant effectivement dans un groupe de luxe. Et moi, j'assume parfaitement ce sujet du luxe, et on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que c'est un mot qui compte et qui probablement a des significations différentes de celles qu'on peut avoir en tête de manière spontanée. Alors, vous nous avez posé une question en nous demandant ce dont on est fier, ce dont on constate que ça avance mais pas assez vite, et puis ce dont on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose, en tout cas que ça pourrait aller mieux. Je suis arrivée dans un groupe qui a 75 maisons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte,
75 marques. Alors, il y en a que vous avez en tête, que vous connaissez, c'est Louis Vuitton par exemple, c'est Christian Dior, c'est Guerlain, c'est Givenchy, et puis c'est aussi de la grande distribution, c'est Sephora, Le Bon Marché. Alors, je dois à l'honnêteté de dire que je ne savais pas que Le Bon Marché était dans le groupe LVMH avant d'arriver. Voilà, Le Bon Marché. Dans quelques mois, la Samaritaine, qu'on va ouvrir. Et puis des vins et des spiritueux, que ce soit des champagnes ou que ce soit des cognacs. Donc, lorsque je vous dis ça très rapidement, on sent intuitivement la complexité, parce que derrière, il y a évidemment, au-delà du nombre de maisons, il y a des secteurs d'activité qui sont extrêmement différents et dont les enjeux eux-mêmes sont différents. Et la chose dont je suis assez fière, et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai mise en place, c'est d'avoir pu trouver des fils conducteurs, des engagements qui concernent l'ensemble de ces 75 maisons et qui ont été formalisés dans un programme qui date de 2013, qui s'appelle Life 2020 et qui a posé des objectifs et des engagements chiffrés à l'ensemble de ces maisons en interpellant l'ensemble des présidents et en disant écoutez, voilà, l'objectif de contribution à cet objectif global de LVMH, il est temps et il faut l'inscrire dans la stratégie. Donc ça c'est pour la forme, mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Et c'est probablement grâce à cela qu'il y a une chose, il me semble, qui a été, en tout cas, parce que tout peut toujours être mieux fait et les progrès sont toujours en continu. En tout cas, sur le sujet de la biodiversité, il y a eu des avancées extrêmement significatives et extrêmement fortes et qui ne sont pas simplement, comme vous l'aviez dit, à juste titre par ailleurs dans votre introduction, du mécénat ou de l'apport à un certain nombre de fondations. Non, on est rentré dans la transformation du modèle économique via la biodiversité parce que vous vous rendez bien compte que pour l'ensemble, que ce soit pour faire du vin, on a besoin de raisins, pour faire des vêtements, on a besoin d'un certain nombre de fibres et donc des espèces végétales, même chose dans les parfums, ou bien des espèces animales pour un certain nombre de produits, et notamment tous les produits de voyage. On a besoin de ressources naturelles et on ne peut pas, parce que vous l'avez rappelé, contribuer à ce que ces ressources naturelles soient épuisées. Donc le sujet, c'est comment fait-on pour continuer à fabriquer nos produits, parce qu'il s'agit bien des produits, tout en étant respectueux de cette biodiversité à la fois végétale et animale. C'est ça l'équation, elle n'est pas simple, il y a des objectifs qui ont été donnés de manière très rigoureuse pour l'ensemble des filières et qui produisent d'ores et déjà un certain nombre de résultats. Par exemple, la viticulture, elle est en France, pas partout, mais elle est en France 100% viticulture durable. Dans les chaînes d'approvisionnement d'un certain nombre de nos maisons, il y a le fait d'appartenir à des standards internationaux qui donnent le moyen du coup d'avoir des protocoles de suivi de toute la chaîne de production jusqu'au fermier ou jusqu'à la plante dont on a besoin dans les parfums qui est tracée et pour lesquels on fait des audits. Donc là, il y a, il me semble, quelque chose d'extrêmement robuste et sérieux qui a été mis en place. Deuxième sujet qui est en chemin, même si le chemin qui reste à faire est absolument immense. Alors là, je le dis d'autant plus que moi j'étais une spécialiste de ça dans mon métier précédent, parce que ça fait 14 ans que je suis une militante interne du développement durable. J'étais la grande spécialiste de l'économie circulaire, certains d'entre vous le savent bien. Et donc, voilà, j'ai eu un prisme pour regarder évidemment tout ce qui se passait sur l'économie circulaire dans l'ensemble de ces maisons. Et là, même si ce n'est pas encore massif, il y a beaucoup de choses qui avancent sur tous les sujets de l'économie circulaire, notamment l'éco-conception. L'éco-conception, ça veut dire des choses différentes dans nos différents métiers. Ça veut dire pour tout ce qui est mode, par exemple, aller chercher des matières qui sont éco-conçues. On a chez LVMH une matériothèque, une matière à penser, elle est appelée comme ça joliment, qui est composée de 450, j'en ai amené des échantillons tout à l'heure, je vous les ferai circuler parce que c'est intéressant à palper ces matières,
qui sont littéralement différentes de ce qu'on peut avoir habituellement. C'est par exemple des tissus fabriqués à partir de calyptus, dont on sait que ce n'est pas une espèce qui est en voie de disparition, si je puis dire, et colorés avec du mimosa ou avec de l'orange. Donc il y a tout un tas de choses très très nouvelles qu'on soutient en ayant des liens avec des startups, et on alimente l'ensemble de des créatifs, des designers avec cette matériothèque. Et puis, l'éco-conception, c'est la première phase de l'économie circulaire. Et après, il y a celle du recyclage. Là aussi, le recyclage, c'est un sujet absolument capital, notamment pour les emballages, par exemple. On les éco-conçoit et puis on les recycle. On a d'ailleurs avec L'Oréal des ambitions communes sur ces questions, et je crois qu'on appartient à des groupes de travail similaires pour travailler là-dessus. Et puis on a mis en place une plateforme dédiée au métier de la cosmétique et qui maintenant est rejointe par les autres métiers du groupe LVMH, qui s'appelle Cèdre. Vous en voyez peut-être des camions dans les rues qui viennent chercher l'ensemble au fond des sous-produits de nos productions et qui les recyclent avec un recyclage matière de l'ensemble de ces produits. Et puis, dans cette économie circulaire que je suis en train de découvrir, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, dont on ne parle pas beaucoup, et là c'est peut-être un des points sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Je pense que le groupe LVMH a fait beaucoup de choses, mais il n'en a pas beaucoup parlé, c'est la durabilité. Au fond, et le luxe c'est un peu ça. Et comment ça se traduit très concrètement, au-delà par le fait qu'on utilise des matières par définition assez précieuses et qu'on soigne beaucoup, il y a dans l'ensemble de nos métiers des services de réparation, des services après-vente qui font que voilà, vous êtes en capacité de garder un sac à main pendant de très nombreuses années, de le transmettre. Et ça, c'est aussi un des sujets de ces produits du luxe. Ce sont des produits qui doivent durer. Et pour cela, il faut qu'on s'équipe pour que ça dure. Et la réparation prend un sens extrême. Merci beaucoup. Attendez, alors le troisième sujet, pardon, parce qu'il y en a quand même un dont je ne suis pas automatiquement très fière. Enfin, en tout cas, c'est pas ça. C'est que je considère qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est sur la partie climat. Parce que autant sur la partie climat, on a pris un objectif très ambitieux en valeur absolue sur les scopes 1 et 2. On calcule évidemment le scope 3. Au total, LVMH, c'est 3 millions de tonnes de CO2 émises. Vous avez probablement des points de comparaison avec d'autres types d'industriels. En revanche, nous n'avons pas d'objectif sur le scope 3. Et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler. Moi, je suis en train de préparer 2030 et ça sera évidemment un objectif à construire et que je suis en train de regarder. Justement, vous parliez d'objectifs. Vous êtes arrivé il y a 2 mois. Du coup, j'aimerais aborder rapidement le thème de la prise en compte de ces enjeux environnementaux dans votre future stratégie. En aparté, juste avant, vous m'avez parlé d'une stratégie 2030, puisque la stratégie 2020 s'arrête cette année. Ouais. Je ne savais pas avant de venir qu'il y avait une stratégie 2030 en vue. N'empêche que on parle de stratégie moyen terme à 5 ans à peu près en entreprise, long terme 10 ans. Les objectifs du GIEC sont à 2050. Est-ce que vous avez une vraie vision long terme, stratégie long terme derrière cette stratégie 2030 qui va sortir d'ici peu? Et si oui, comment l'élaborer? Comment est-ce que vous l'avez pensé? Comment vous la communiquez en interne? Alors là, vous me demandez des choses que je suis en train de préparer, chère mademoiselle. D'abord, je pense qu'il y a 2 timings. Il y a effectivement l'inscription dans une trajectoire de long terme, en tout cas sur le climat. Et ça, c'est évident qu'il faut qu'on ait 2050 en ligne de mire. Bon. Et puis, à côté de ça, il faut que ce soit des objectifs opérationnels. Donc, ce n'est pas des objectifs à 2-3 ans, mais il nous semble que les objectifs à 10 ans sont suffisamment de moyen terme, tout en n'étant pas trop éloignés, pour donner naissance à des vrais plans d'action, parce que c'est ça le sujet. Un engagement, ce n'est pas un engagement pour s'engager, c'est un engagement pour transformer un modèle.
Donc c'est pour ça que je pense que 2030 est la bonne visée, sachant que tout cela doit être inscrit dans des trajectoires qui elles-mêmes sont plus lointaines, et notamment la trajectoire carbone. Mais ça se calcule. Et avec le SBT, c'est ça ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire quelle est l'empreinte du luxe et dans les différents secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, comment projeter cette empreinte globale de l'ensemble de ces secteurs à 2050 et du coup comment calculer la contribution de LVMH. C'est ça le sujet. Pour le reste, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de l'économie circulaire. Je pense que les étapes dont je vous ai parlé doivent être encouragées par des objectifs, pour le coup. Certaines maisons ont des objectifs déjà extrêmement forts en termes notamment d'emballage, en termes de formule d'un certain nombre de produits. Je pense par exemple à Sephora, là aussi je vous ai amené ça, qui a mis sur le marché des produits 97% d'ingrédients d'origine naturelle et qui se fixe d'aller encore plus loin. Guerlain a fait des efforts extraordinaires sur la taille et sur l'emballage de ses produits. C'est d'ailleurs absolument... Après, je peux quand même me permettre de vous montrer ça. Il faut voir ce que représente l'effort sur un emballage. Voilà, ça c'est un produit de Guerlain qui s'appelle l'orchidée impériale. Voilà le flacon. Et là on se dit, bon ça c'est trop lourd, d'ailleurs vous pourrez le supposer tout à l'heure, effectivement c'est lourd, il y a beaucoup de verre, ça émet du CO2 en production, hein, le verre. Et donc on se dit, il faut qu'on fasse baisser le poids et donc les émissions de CO2 qui sont produites par un tel produit. Voilà ce que ça donne quand on a fait cet effort. Et j'aimais vous dire, et c'est pour ça que votre sujet rentabilité environnement, là il est prouvé parce que ce produit marche mieux dans cette forme, c'est exactement la même chose hein, en termes de composition. Pareil. 60% de poids en moins, 55% de volume en moins, 45% d'émissions de CO2 en moins sur un produit. Voilà. Donc ça, on peut effectivement donner des objectifs et ça sera dans la stratégie. Et puis la dernière chose sur laquelle je suis en train de réfléchir, c'est l'innovation. Comment, grâce à l'ensemble des liens que nous avons avec des startups, avec des étudiants, avec des écoles, on peut donner un coup d'accélérateur sur l'innovation. L'innovation, voilà, par exemple, mais l'innovation surtout dans les matières. Comment aller sourcer différemment des matières et surtout inventer des matières différentes. Juste le cuir, par exemple, le cuir est un sujet, vous en avez entendu parler, comment on peut aller vers du cuir végétal, par exemple. Et ça, c'est parfaitement possible. Mais il faut innover sur ces questions. Merci beaucoup, Madame Valade. On va essayer d'aborder tous les thèmes qu'on a prévus. Du coup, pardonnez-nous si on vous interrompt de temps en temps. Madame Paz, vous avez parlé de l'amélioration incrémentale. Et justement, vous avez développé forcément des outils en interne du coup pour aller mesurer les améliorations que vous allez faire. Et que vous avez déjà fait aussi. Et on a remarqué par exemple que votre concurrent Kering a développé un outil qui est forcément similaire à ce que vous avez au compte des résultats environnementaux, où ils évaluent à chaque étape de leur chaîne de valeur tous les impacts qu'il va y avoir. Et ce qu'on a trouvé très intéressant et assez spécifique à Kering, c'est que cette base de données est publique. Est-ce que vous envisagez de rendre votre base de données publique aussi ? Alors, c'est deux choses un peu différentes. Donc, ce que Hélène a montré là, pour nous, ça compte comme une amélioration incrémentale. Donc, en effet, c'est ça qu'on mesure. Donc, là, on n'est pas encore dans l'innovation. Donc, ce qu'on cherche maintenant, l'étape après, je pense pour nous tous, c'est de passer de ces améliorations incrémentales à quelque chose où soit on est sur un nouveau modèle économique, c'est-à-dire je ne sais pas qu'est-ce qu'on va inventer autour de l'économie circulaire ou des recharges, parce que là on passe donc à un autre modèle. Donc comment on évalue cela? Donc ce qui fait Kering, c'est un peu différent.
Donc Kering, je trouve ça super aussi, donc c'est pas du tout critiqué, je trouve que c'était un outil très très innovant quand c'était fait. C'était de dire, donc on mesure l'impact carbone à chaque étape et après on met ça dans le PNL et on dit à nos différentes marques, en fait, c'est ça que vous coûtez à la société et à l'environnement. Donc c'est un outil pour permettre de prendre conscience de l'impact qu'on a environnemental. Et donc c'est très utile pour des entreprises qui sont dans une phase où il faut prendre conscience à chaque marque quel est son impact. Nous, on est maintenant dans une phase, peut-être parce qu'on est aussi différent, parce que contrairement aussi à LVMH, on est extrêmement centralisé. Donc on a une recherche en commun peut-être, ouais, on recherche en commun. C'est mieux que commune. Ouais, on recherche en commun, on a une activité industrielle en commun. Donc tout ça fait qu'une fois qu'on a décidé qu'il faut se transformer, on n'a pas besoin de convaincre chaque marque, on a juste besoin de dire c'est ça qui doit être fait. Et donc ça, dans une entreprise très centralisée, c'est un peu plus simple. Et donc pour le faire, c'est assez technique, mais pour le faire, on a donc nous dit, on parle du produit et de cette amélioration incrémentale pour tous les produits. Et on a élaboré un outil qu'on appelle en interne SPOT, c'est Sustainable Product Optimization Tool. Et cet outil-là mesure donc pour chaque produit, on a toutes les données. Du packaging, quelle est l'empreinte du packaging, quelle est l'empreinte de la formule, la production, le transport, la fin de vie, le recyclage, le sourcing durable, l'impact biodiversité, etc. Et donc, nos développeurs de produits ont toutes ces informations-là. Et donc, ce qu'on leur dit, c'est que là, il faut améliorer chaque fois. Et aujourd'hui, quand on développe un produit chez L'Oréal, il faut que ça soit économiquement performant, il faut que ça soit, bien sûr, une performance cosmétique, et il faut que ça réponde à cet enjeu d'amélioration. Et ces données-là, vous comptez les rendre disponibles? Ces données-là sont disponibles. Maintenant, on rentre dans ces... Donc, non, les données ne sont pas disponibles comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est des données, je dois me préciser, parce que ce sont des données très techniques. Donc, pendant 7 ans, on a cherché une manière de rendre ces données transparentes, disponibles à nos consommateurs. Parce qu'en fait, quand vous avez 30 chiffres ultra scientifiques, ça ne parle pas, même à vous qui vous intéressez beaucoup au sujet développement durable, ça ne va pas vous parler, c'est ultra compliqué. Est-ce que tant de grammes de CO2 c'est bien ou mauvais? Est-ce que tant de cet impact en empreinte eau c'est bien, etc. Donc on a travaillé beaucoup avec les consommateurs sur une manière de le rendre accessible. Et en effet, en avril, on a fait beaucoup de tests. Ces tests maintenant sont concluants. Les gens disent, c'est sérieux, on a toutes les données certifiées, donc ce ne sont pas des données juste de nous, parce qu'on sait qu'il y a une méfiance envers les grandes entreprises, donc ça ne sert à rien si c'est que nos données, donc ces données sont certifiées. Ils sont agrégés d'une manière que ça parle aux consommateurs, donc sur l'empreinte carbone, l'empreinte eau, etc. Et ces données-là vont donc à partir d'avril, dans une première phase d'expérimentation, donc je ne vous en dirai pas plus, être communiqué au grand public en France. Si ça fonctionne, et si vous dites, et en tant que consommatrice et consommateur, oui, on trouve ça intéressant, on trouve ça pertinent, on veut en savoir plus, on va poursuivre ça sur l'ensemble de nos marques. Ensuite, ce qu'on fait également, cet outil d'éco-conception est en effet un outil qui est aligné avec la méthodologie de la Commission européenne. Est-ce que tout le monde connaît Johan Rockström et les Planet Boundaries? Ouais. Donc, c'était co-élaboré aussi avec l'Institut de Rockström pour pondérer les données par les limites de la planète, etc. Donc, cette méthodologie, on la rend disponible pour tous nos concurrents également. Donc, elle est déjà partagée dans le groupe de travail dont Hélène parle, Space, où on met donc à disposition tous nos outils d'éco-conception par rapport au packaging. Et donc, on l'a partagé avec LVMH, Chanel, toutes les personnes qui veulent. Et on va continuer donc toutes nos méthodologies, parce que pour nous, l'intéressant, bien sûr, c'est aussi, ce sont des méthodes qui sont donc publiées dans des revues scientifiques.
Donc pour être crédible, il faut qu'on donne accès à tout le monde à la manière dont cet outil était élaboré et utilisé. Et donc on partage la méthodologie et on partage à partir d'avril, dans une première phase d'expérimentation, ces données avec le consommateur et consommatrice. Merci. Très bien. J'aimerais enchaîner sur le thème de la supply chain. Je sais que c'est un thème majeur avec des impacts significatifs au niveau environnemental dans le secteur du luxe. Vous citez par exemple l'impact des émissions qui sont liées à l'avion, notamment par rapport au transport de produits, qui répond finalement à une demande assez volatile qui vient du e-commerce. Du coup, j'aimerais me tourner vers vous. Comment est-ce que vous comptez considérer, prendre en compte ces fortes demandes à effet de serre qui sont liées à l'utilisation de l'avion, finalement pour un modèle où on demande juste à la demande toujours plus vite? Est-ce que c'est nécessaire de toujours vouloir répondre dans l'urgence du besoin client, ou est-ce qu'on peut pas réfléchir à une autre méthode au niveau de ces transports de produits? Alors, vous avez raison d'insister là-dessus parce que c'est un vrai sujet que le transport de l'ensemble des produits. Alors, d'abord, il faut que ce soit une prise de conscience de cette question. Et ça, elle est parfaitement ancrée dans nos maisons. Ensuite, c'est les solutions. Et les solutions, c'est de passer par d'autres types de fret, et qui sont notamment le fret maritime, dont l'empreinte environnementale n'est pas non plus absolument excellente, mais en tout cas, elle est meilleure que celle de l'avion. Et puis après, il y a des choses qui se jouent dans les contrats qu'on passe entre une marque et, par exemple, des opérateurs maritimes, où on peut accepter un temps de voyage plus long, dès lors que l'on sait que le temps plus long sera moins consommateur de carburant, bon, et que du coup l'empreinte globale sera moins forte. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder et on essaie de voir quelles clauses on peut rajouter en jouant sur cette durée du transport. Après, il y a des choses beaucoup plus locales, notamment dans toute l'activité vin et spiritueux, où on est en train de faire tout un tas d'initiatives et surtout de pilotes, au fond, sur des moyens de transport différents, que ce soit en utilisant de l'électrique ou du GNL. Et là, on voit aussi comment on peut organiser un réseau de transport qui est beaucoup moins émetteur que ceux qui étaient utilisés avant. Ça, c'est les deux grandes choses que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Et est-ce que faire attendre les clients pour avoir des produits de luxe, c'est quelque chose que vous envisagerez? Alors ça, c'est une question qui est beaucoup plus globale. C'est-à-dire, on est dans un rapport en ce moment avec une société qui est en train d'évoluer, avec des consommateurs eux-mêmes qui ont des attentes très nouvelles. Et je pense que la première attente de ces consommateurs, c'est la traçabilité, pour renouer justement avec la confiance. Là, je vous invite à aller regarder deux choses qui sont intéressantes, parce que cette dimension de transport, et d'ailleurs figure sur l'étiquetage, ce que sort Sephora en ce moment, qui s'appelle son programme Clean Beauty, et qui, du coup, renseigne sur l'ensemble, en fait, de l'empreinte environnementale d'un produit. Et puis Guerlain, pardon, j'ai un petit tropisme Guerlain ce soir, mais qui a la même démarche et qui a mis en place aussi une plateforme qui s'appelle BeRespect, qui donne l'ensemble des informations sur les produits. C'était en lien avec ce que disait Alexandra tout à l'heure. La culture donc de nos consommateurs est en train de changer. Vous voyez, par exemple, on a Stella McCartney qui fait partie de LVMH et qui est en train de faire des choses extrêmement audacieuses, notamment dans l'utilisation d'un certain nombre de tissus, dans le fait de bannir le cuir d'origine animale, etc. Et on voit bien que, voilà, c'est pas une révolution, il me semble, qui va être faite du jour au lendemain, mais il y a une tonalité qui est donnée, enfin une petite musique un peu différente qui est en train de se faire entendre et qui automatiquement va produire des effets sur le consommateur et donc des attentes nouvelles.
C'est plutôt dans cette interaction, dans cette alchimie entre ce qu'on peut proposer et la manière dont les consommateurs répondent qu'on va pouvoir faire avancer les choses et du coup répondre à la question que vous voulez du délai, au fond, puisque c'est ça la question et que je n'évacue pas du tout, hein, la question du délai de livraison pour des produits. Madame Pal, vous avez parlé tout à l'heure des changements. Moi, je veux dire quelque chose à ce sujet. Parce que j'ai une analyse un peu différente. Donc, moi, je trouve notre chiffre sur les émissions liées à l'air frais complètement nul. Et ils sont en effet un problème, et c'est un grand raté pour moi qu'on a eu l'année dernière et l'année avant sur l'air frais. Et on a complètement pris conscience, et à l'heure actuelle, parce que moi je sais très bien qui est derrière ces chiffres-là, je sais quelle marque a fait quoi, parce que c'est l'avantage de information centralisée, et je suis allée voir tout le monde en disant ça ne peut pas être ça. En 2020, bon, là, ça ne va pas être ça, parce que, comme vous voyez, on a des petits enjeux qui font qu'il y aura pas beaucoup de air freight cette année. Mais ça, c'est clair que c'est une vraie problématique. Maintenant, moi, je veux quand même vous parler de quelque chose qui nous concerne tous, moi, vous, normalement tout le monde, c'est notre propre ambivalence. Parce que il y a une chose qui est claire, c'est que, par exemple, est-ce qu'on est parfaitement cohérent? En fait, vous me challengez chaque fois sur l'avion, et donc maintenant, je vous renvoie chaque fois la balle en disant, là c'est super, mais qu'est-ce qu'il y a avec votre iPhone, hein? Parce qu'il faut quand même dire que le digital a dépassé en impact l'aviation, en impact CO2. Donc il y a, si, ça c'est un chiffre qui est validé. C'est bientôt. Voilà. On fera, je pense, une table ronde par rapport à ce mais secteur. mais pourquoi je vous dis ça? Parce que le consommateur du luxe et du consommateur tout court a ses propres ambivalences. Donc quand nous, par exemple, on mène des études et on demande est-ce que vous voulez des produits plus durables? Est-ce que vous êtes prêt à utiliser de recharge? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts pour avoir donc des modes de consommation? Tout le monde va nous dire oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut. Et après, on voit très clairement quand on met des recharges sur les marchés que les gens ne les achètent pas, qu'ils veulent chaque fois un nouveau joli packaging. Donc, on voit là une ambivalence. Et donc, cette ambivalence-là, vous pouvez dire, c'est parce qu'on ne fait pas les choses assez bien ou assez joliment. Peut-être on peut mieux faire, mais il y a quand même très clairement une ambivalence. Il y a une ambivalence qui a été écrite dans un livre qui s'appelle Le bug humain. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu parler, le bug humain. Donc il montre quand même que sur tout ça, fait qu'on veut, dans notre cerveau, notre satisfaction, ça doit aller de plus en plus vite. On veut quelque chose et on le veut de plus en plus vite. Et le digital, il renforce ça, parce que la satisfaction du digital est très rapide. Et donc moi je ne suis pas aussi sûre que le mouvement va aller dans le bon sens de la demande consommateur. Donc c'est vrai que nous on a aussi des enjeux de réfléchir ça d'une manière plus stratégique et de dire comment, même si la demande consommateur va rester l'immédiateté, et nous on veut faire du business, ça il faut aussi clairement le dire, on n'est pas dans une logique de décroissance, comment on peut faire ça avec le moindre impact possible, et donc transformer notre supply chain pour être sûr qu'on n'a pas à utiliser de l'air freight. Et donc c'est ça la question qu'on se pose. C'était justement sur ça que je voulais vous poser. Vous parlez de solutions plus profondes, plus radicales. Effectivement, comme Madame Valade l'a dit, même le fret par bateau, ça pollue beaucoup. Comment vous pouvez faire pour passer à une production plus locale, pour mettre un terme au Made in France en Chine et vice-versa? Oui, L'Oréal a partout des usines. C'est vrai qu'on produit souvent là où on vend. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose aussi qui fait qu'on regarde notre impact en global. Il est améliorable, mais on a pris beaucoup de mesures qui nous permettent d'être une entreprise qui va atteindre sa trajectoire avec, d'ailleurs, nous avons des objectifs 2020, 2030, 2035, 2040, donc on a déjà nos plans d'action
pour le science-based target. Après, c'est vrai qu'on réfléchit encore plus à aller sur une production locale pour prévenir cela, mais il va aussi falloir l'innovation. Donc, nous, on espère et on compte vraiment là-dessus aussi, c'est que tout le monde va devoir mener cette transformation, donc on va aussi avoir de moyens. L'hydrogène, on espère, on croit beaucoup à l'hydrogène comme avenir de moyens de transport sur les camions, les livraisons, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses, pour vous dire la vérité. Très bien, merci. On voulait faire une partie sur la stratégie financière avant de conclure. Je pense que je vais quand même passer un tout petit peu de temps dessus, même si on est un peu court au niveau temps. Parce que c'est quand même assez important, un des outils connus pour intégrer les questions climatiques dans l'évaluation financière et donc le prix carbone, qui est donc une valeur monétaire des dommages climatiques qui est ensuite à comparer à nos paramètres financiers habituels. Donc Madame Valla de la LVMH a posé un prix interne, fixé un prix interne de 30 € la tonne équivalent carbone. Et vous dites aussi inclure des critères environnementaux dans la rémunération de vos cadres, de vos dirigeants. D'un point de vue pratique, j'ai 3 questions. Déjà, comment est-ce que vous avez fixé ce prix ? Surtout étant donné qu'il semble un petit peu faible si on compare avec les 250 € en valeur titulaire qui avait été fixée par la commission Kiné, qui était une commission qui avait été chargée du coup par le gouvernement. Ensuite, comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Et troisièmement, est-ce que vous avez un exemple concret où ce prix a influencé sur une décision opérationnelle majeure? Alors, je pense qu'on avait écrit ça dans nos réponses. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est un fonds carbone. On est quelques entreprises en France à avoir mis en place un fonds carbone interne. Et ça marche de la manière suivante. Les émissions de CO2 comptabilisées par chaque maison sont multipliées par 30 €. Et la somme qui correspond aux émissions doit impérativement se transformer en investissement sur une solution moins émettrice. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi 30 €? Je pense qu'à l'époque où ça a été fait, vous savez, le prix de la tonne carbone, il était à 3-4 €. Puisqu'il a été... Alors peut-être qu'il n'y a pas de révision du coup. Oui, bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais si vous posez la question, je pense que la réponse est celle-ci, avec prudence, parce que je ne l'ai pas fixée, et ça j'avoue que c'est une question que je n'ai pas moi-même posée. Mais en tout cas, voilà comment ça marche, ce fonds carbone. Et alors ça, c'est super vertueux, parce que du coup, quand on émet, on paye. Et on paye pour qu'il y ait des solutions un peu nouvelles. Bon, et ça marche super bien. Et donc là, si je vous donne des exemples, il y a eu beaucoup de choses justement dans l'activité vin et spiritueux, notamment... Vous faites juste un exemple, par exemple? Oui, alors pour réduire la consommation énergétique des distilleries. Les distilleries sont des choses qui consomment. Voilà, donc comment passer à de la biomasse, comment passer à du solaire, comment passer à de l'éolien sur cet objet industriel qu'est la distillerie. Voilà un exemple auquel ça a servi. Et deuxième chose que je veux vous répondre sur cet aspect de la stratégie financière, ça c'est un des sujets sur lesquels d'ailleurs j'aimerais bien avoir vos inputs. Vous pouvez m'écrire par mail, moi je suis, vous l'avez compris, en phase de préparation de la suite. On est partenaire de la chaire de comptabilité environnementale qui a été lancée par AgroParisTech. Je ne sais pas si vous avez vu le lancement de cette chaire, qui considère un truc très simple, c'est qu'il faut absolument mettre le capital naturel et le capital humain au passif de l'entreprise, et exactement de la même façon que l'on fait avec le capital financier. Voilà. Donc on est en train de faire des pilotes dans certains endroits du groupe LVMH, voilà, on tâtonne, on est en pilote, mais c'est de la recherche, et c'est ça l'objectif que l'on veut poursuivre. Merci beaucoup. Madame Pat, vous, comme vous pouvez voir sur la slide, L'Oréal ne parle pas, en tout cas ne communique pas sur un prix interne du carbone. Comment est-ce que vous faites pour arbitrer entre les questions de rentabilité économique et des questions d'amélioration? Parce que vous avez dit que c'était souvent compatible, et si ça ne le devenait plus?
parce que la plupart des experts disent que pour l'instant, on arrive à croître en essayant de diminuer les émissions de CO2, mais qu'au bout d'un moment, la croissance de l'économie globale, en tout cas, et la réduction des émissions ne deviendront plus compatibles. Les experts, il y en a plein, en passant par Jean Covici, peut-être que vous connaissez. Bien sûr, est-ce qu'on a, je ne sais pas si c'est lié à, parce qu'on a commencé en 2005 ou parce que, pardon, donc en effet on a, ouais je pense, si vous n'êtes pas gentil, non, je ne pense pas que je sois, donc c'est une blague qui s'impose actuellement, je sais. Non, on n'a pas de prix on s'est posé la question d'un prix de carbone interne. Mais comme je vous ai dit, donc on va être carbone neutre sur nos scopes 1 et 2 en 2025. On le sera parce qu'on travaille depuis 20 ans dessus et parce qu'on a fait les investissements nécessaires pour l'être. On a une stratégie de neutralité 2050 avec des phases d'étape 2025, 2030, 2035. Donc comme on est très centralisé, et comme nous on a une perspective un peu différente, parce que vous vous dites est-ce que c'est conciliable la rentabilité et le développement durable, et la question que nous on se pose, est-ce que nous on croit profondément que rentabilité et non-durabilité ne vont pas aller ensemble, pour une simple raison que le coût de toutes les crises environnementales qui vont venir va être beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Donc chez nous, la décision était prise d'investir massivement et d'accompagner ce changement-là. Et donc le prix de carbone, aujourd'hui, ne nous aiderait pas à aller plus loin. En revanche, ce qu'on réfléchit également, et là on est peut-être, on va faire mieux parce qu'on a un CFO qui vient d'arriver, qui est hyper engagé, c'est de dire justement comment on peut donc pas juste prendre un prix carbone, mais l'ensemble du capital naturel, l'ensemble de ces questions et les intégrer dans une comptabilité. Et on travaille actuellement sur cela. Ça, on ne sera pas en avril parce qu'on n'est pas prêt. Hein, on commence et on se pose encore beaucoup de questions. Mais ça, c'est un enjeu qu'on reconnaît tout à fait, mais qui pour nous passe pas par le prix carbone. Merci. J'aimerais conclure sur le futur, puisqu'on est là, on parle de long terme, de court terme, moyen terme depuis tout à l'heure. Quand on pense au luxe, on pense à la beauté, on pense au raffiné. Mais finalement, on a donc cette urgence écologique sur les bras. On n'est pas sûr de pouvoir nourrir et loger toute la population dans les décennies qui arrivent. Parce que finalement, le luxe, puisque c'était vraiment le thème de cette conférence, même si en effet L'Oréal ne fait pas que ça, est-ce que finalement le luxe n'est pas un luxe qu'on ne peut plus s'offrir? Mais d'un autre côté, je me dis que vous êtes des influenceurs hors pair, des vendeurs de rêves. Il y a des milliards qui sont investis chaque année dans une consommation finalement assez ostentatoire. Je pense par exemple à la dernière campagne de publicité de voyage de Louis Vuitton, qui serait contre du coup cette société sobre et résiliente vers laquelle on tente d'aller. Et donc comment voulez-vous transformer ce secteur pour lui faire une place plus légitime dans un monde neutre sans carbone? Quel imaginaire transmettre? Parce que finalement on sait que ce secteur ne va pas disparaître du jour au lendemain, qu'on a besoin de ce secteur et qui représente des leviers très importants. Comment utiliser ces leviers finalement pour aider dans cette transformation? Question ouverte. Alors, vous avez raison, on n'a pas le luxe d'attendre. Ça, c'est clair. Et du coup, le luxe doit intégrer l'ensemble de ces dimensions du développement durable structurellement dans tous ces processus et dans toutes ces manières de faire. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est quand même un secteur qui est extrêmement contributeur à l'emploi. Par exemple, LVMH, c'est quand même 156 000 emplois, qui organise la transmission d'un certain nombre de savoir-faire. Vous savez, je me suis longtemps interrogée, avant d'arriver à LVMH, un peu sur la question que vous dites. Et moi, je viens du secteur de l'eau. L'eau, c'est un bien essentiel à la vie. Le luxe, futile, puis on entend plein de choses. Bon. Puis en même temps, quand on réfléchit bien, non seulement
c'est un secteur essentiel à l'emploi, mais c'est un marqueur d'une histoire, d'une civilisation, d'un art de vivre, etc. Et ça, c'est finalement tout aussi utile. Encore faut-il que cette utilité soit mise au service de cette transformation du modèle économique et de cette voie vers la préservation des ressources naturelles et du durable. Et là où on a une force de frappe, pour reprendre vos expressions extrêmement importantes, c'est que c'est vrai que nous avons beaucoup d'influence. Donc le sujet, c'est d'utiliser cette influence-là pour faire évoluer les comportements. C'est pour ça que je pense qu'au fond, c'est aussi ça la mode, c'est-à-dire comment créer cette mode durable, c'est-à-dire des réflexes de consommation qui soient différents, comment les égéries qui portent nos marques peuvent être elles-mêmes des exemples, comment les vêtements de la mode peuvent être structurellement beaucoup moins polluants et donc complètement éco-conçus et donc renvoyer à des symboles, à une expression de ce que l'on veut faire sur le développement durable. Donc voilà, c'est plutôt dans toute cette voie-là qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire en quoi on peut inspirer des comportements nouveaux. Et est-ce que l'utilisation de best practices dans d'autres secteurs, comme la grande distribution, puisque finalement vous avez deux types de clients. Vous avez des clients très fortunés, des clients monsieur et madame tout le monde qui veulent s'offrir un luxe de temps en temps, mais qui ont aussi accès à ces marques un petit peu luxueuses. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière déjà un changement de mentalité différent en fonction de ces deux types de clients? Et deuxièmement, des échanges avec d'autres secteurs d'activité qui pourraient être mis en place pour utiliser justement ces leviers, notamment économiques, ou est-ce que vous comptez juste rester dans votre secteur d'activité? C'est ça, non? Alors là où on ne peut pas, de toute façon, arriver à tout cela en étant tout seul. C'est-à-dire que les idées d'alliance et les idées de coalition sur un certain nombre de sujets, ces idées-là, elles sont absolument essentielles. On a par exemple lancé à Vinexpo avec l'ensemble des vins et spiritueux un grand travail de construction prospective de 2050 avec à la fois nos concurrents, des experts, etc., pour travailler sur l'agriculture durable dans la viticulture. Parce qu'on se rend compte que le bio n'a pas que des avantages et qu'il faut faire attention et que du coup, voilà, on met ça sur la table, on travaille avec des experts. C'est ça ce qu'il faut qu'on fasse, mais qu'on fait déjà. C'est embarquer d'autres acteurs dans ce type de coalition. Quand on travaille, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais ça c'est quelque chose qui est moins connu. Vous savez, il y a des standards de certification sur un certain nombre de produits, notamment dans la mode, pour le cuir par exemple. Ces standards-là mettent ensemble l'ensemble des acteurs d'une chaîne d'approvisionnement. Donc avoir soi-même une attitude extrêmement rigoureuse, ambitieuse sur les standards, embarque l'ensemble des autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. C'est comme ça qu'il faut avancer, et vous avez raison. C'est-à-dire en étant en coalition ou en alliance sur des sujets très concrets qui permettent d'avoir cet effet d'entraînement dès lors qu'on a effectivement décidé d'être dans l'exemplarité, en tout cas de chercher le niveau le plus élevé dans ces ambitions de développement durable. C'est aussi la même question pour vous. Donc, ma question sur la consommatrice, le consommateur luxe versus la masse, est-ce qu'il y a plus de prise de conscience chez l'un que chez l'autre? Donc nous, on a fait pas mal d'études à ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est donc le luxe. Aujourd'hui, il y a quand même toute une tendance qui n'est pas du tout ostentatoire, qui est un peu mindful luxury, qui est le luxe de l'expérience, de l'île éloignée, de pas beaucoup de monde. Il faut y aller en avion. Et voilà, en avion, mais justement l'ambivalence. Et donc, les gens qui vont donc, dans une île où il y a tout en développement durable, mais bien sûr, ils vont en avion et je pense qu'il va quand même faire un petit deuil là-dessus parce qu'ils vont continuer, je pense, encore un bon moment d'y aller. Donc il faut plutôt qu'on travaille sur l'innovation et c'est comment on peut
peut répondre à ça. Donc il y a ce luxe-là, et ce luxe-là va quand même de plus en plus tirer des gens de sortir de l'ostentatoire et d'aller vers un luxe plus responsable. Donc ça, je suis convaincue. Et après, je ne pense pas que le gens dans le masque, ils n'ont pas de prise de conscience. Hein. Nous, on voit ça, donc on voit clairement que quelquefois, nos consommatrices qui sont des consommatrices garnies, etc., ont pareil une prise de conscience. Donc c'est quand même quelque chose d'individuel, de votre trajectoire individuelle, de vos aspirations individuelles, et pas par catégorie socio-professionnelle ou par revenu. La prise de conscience, elle se trouve partout. Ce qui est le challenge et le défi, c'est de créer un luxe qui est durable, mais qui reste désirable. Et donc ça, c'est vraiment ce volet-là sur lequel il faut travailler. C'est le challenge que nous, on se fixe, de dire, oui, un luxe durable, mais il faut qu'il reste désirable, parce que sinon on sort du modèle, et après, il n'y a plus personne pour le faire, et on a un luxe qui est que non durable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la consommatrice du luxe, souvent, elle nous dit, quand on lui parle empreinte environnementale, elle dit « Ah, mais je pensais que c'était réglé. » Donc, je pensais que parce que c'est un produit de luxe, il n'y a aucun impact environnemental. La consommatrice du mass market est beaucoup plus réaliste et dit « Ah, vous faites des efforts, c'est super, j'adhère, je sais que ça a une trajectoire et j'adhère à cette trajectoire-là. » Donc, je dirais presque, j'ai l'impression que la consommatrice aujourd'hui du mass market a une prise avec la réalité du développement durable qui est un peu plus concrète. Et après, c'était quoi? Il y avait autre chose, non? C'était ça, on va, merci beaucoup. Donc un luxe désirable, durable et désirable. On va laisser la parole à la salle pour que vous puissiez poser vos questions à nos deux intervenants. On va peut-être prendre 2-3 questions. Oui, bonjour. Parlez fort, je pense. Ouais, allez-y. Oui, bonjour, Dimitri Carbonel, je suis le fondateur de Libosphère. En fait, je travaille beaucoup sur tout ce qui est justement innovation dans le domaine durable et RSE. Il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être entendu parler de l'événement Change Now, vous parlez de ça, et en fait j'ai vraiment fait le tour des différentes innovations que j'ai trouvées. J'ai même fait une analyse que j'ai mis à disposition sur mon site. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une très grande fragmentation dans les filières, que ce soit en amont ou en aval, beaucoup d'innovations, mais souvent des processus qui sont artisanaux. Pour donner un exemple, des éléments qui viennent prendre des écailles de sardines ou d'autres choses, etc. Je voulais savoir quelle était la position que vous avez pour justement avoir quelque chose entre guillemets un peu plus industriel, pour que toutes ces innovations vous puissiez les utiliser, avoir du volume et avoir à la fin une économie circulaire. Parce que sinon le problème, c'est problématique notamment de modèle économique, parce qu'il y a difficilement un modèle économique s'il n'y a pas suffisamment de volume. Vous voulez qu'on prenne plusieurs questions? 3 questions et puis la même question. Oui, bonjour, merci déjà. C'est très rapide, c'est pour Madame Palt, c'était pour savoir en fait votre objectif de carbone neutre en 2050. Je voulais savoir si c'était précisément de vraiment diminuer les émissions ou de trouver des moyens pour les compenser et donc que ça revienne à zéro. Voilà, c'était juste essentiellement ça sur les mots précis. Pour l'instant, alors moi je ne suis pas, juste pour vous dire, je ne suis pas contre la compensation. Mais on ne le fait pas. Donc nos réductions de 78% et notre neutralité scope 1 2 en 2025, c'est sans compensation. Et notre trajectoire neutralité en 2050, c'est sans compensation. Même si, bien sûr, pour 2050, il faut encore beaucoup d'innovation pour y arriver. Après, je ne suis pas contre la compensation et je vous encourage vraiment de regarder ça parce que l'énorme problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la biodiversité s'effondre. On sait que la régénération des écosystèmes peut contribuer à la réduction des émissions CO2 à 30%. Pour cela, il faut planter des arbres, il faut régénérer ces écosystèmes, ça va fonctionner par des mécanismes de compensation. Donc il faut le 2. Il ne faut vraiment pas critiquer ça à l'aveugle, parce qu'il faut le 2, parce que sinon, qui peut aujourd'hui sérieusement dire qu'on n'a pas besoin de ces 30%, même si c'est en plantant des arbres, et même si ça ne enlève pas du tout la nécessité de réduire. Donc nous, on est complètement dans une perspective sans compensation,
Mais je vous dis, je défends la compensation même si on n'en fait pas. Oui, et la première question, elle est complexe, hein, parce que moi aujourd'hui ce qu'on fait, oui, on travaille avec tous les startups, avec toutes les innovations. Notre énorme enjeu, c'est bien sûr le packaging, parce que aujourd'hui on a beaucoup de capacités déjà sur les biotech, sur la chimie verte, etc., tout ce qui concerne la formule, mais on a un vrai challenge sur le packaging aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est on identifie les innovations, on a investi dans les entreprises, on a investi par exemple dans une entreprise qui a trouvé une nouvelle manière de recyclage qui va faire qu'on peut éternellement recycler le plastique. Donc, on fait ça. Donc, est-ce que on anime aujourd'hui, je vais retousser, est-ce qu'on anime aujourd'hui un réseau pour faire en sorte que tout cela devient tout un circuit économique? Non, pas encore. Est-ce qu'on réfléchit quels seront nos nouvelles modèles en prospective? Bien sûr, on réfléchit quels seront nos nouvelles modèles économiques pour donc pas juste travailler avec une start-up, investir dans une solution, mais vraiment développer un nouvel modèle de mise à disposition de nos produits, de utilisation différente, de peut-être passer à l'expérience, etc. Bien sûr, tout ça se réfléchit. Est-ce que je peux aujourd'hui vous dire là, on a la solution? Non. Oui, pareil, c'est-à-dire et c'est drôle ce que vous dites sur Change Now, parce que ça donnait effectivement cette vision un peu mosaïque, un peu morcelée de l'innovation, et vous avez raison, ça tient aussi à la manière dont c'était organisé, et ça renvoie au fait que sur un certain nombre de sujets, donc là tu parles de parfums et cosmétiques, mais dans la mode, dans la maroquinerie, c'est pareil. Bon, on a des liens avec tout un tas de start-up, que ce soit en France, que ce soit à l'international, et notamment à Londres, dans une école qui est extrêmement en avance sur un certain nombre de sujets. Notre truc, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a identifié une innovation évaluée selon un certain nombre de critères dont on pense qu'elle est prometteuse, on la met immédiatement en prototype. Voilà. Puis après, on voit ce que ça donne. Mais on reste effectivement dans cette phase très exploratoire encore. Bonsoir. Merci à l'organisation. Merci Mélane d'avoir répondu à votre agenda et pour vos actions. J'ai une remarque et une question. Ma remarque porte sur la communication de vos groupes respectifs. Vous êtes, en faisant partie du secteur du luxe, comme le secteur de la boisson, très attendu au courant sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre et l'action que vous avez, bien sûr. Je trouve qu'en dehors des rapports aux investisseurs, dans lesquels vous détaillez bien sûr vos actions et les résultats, de façon générale, la communication au grand public est parfois très négligée, quand bien même vous agissez beaucoup dessus. Et voilà, je trouve ça regrettable, puisque vous mentionnez le besoin de croissance que vous avez, qu'il n'y ait pas plus de messages envoyés. C'était ma remarque. Ma question, alors je ne me suis pas volé, mais ça va me permettre d'aller un cran plus loin. Comment vous atteignez un carbone neutre sans compensation? Alors, attends, je vais répondre sur je réponds à votre remarque, parce que votre remarque me plaît bien, parce que je me suis faite la même. Et vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'on ne dit pas assez les choses qu'on fait. Et notamment en direction du grand public. Et je pense que ça aussi, ça fait partie, puisque vous m'interrogez sur ma stratégie 2030, ça va être un des axes, c'est-à-dire comment non seulement parler davantage, mais comment aussi dialoguer davantage sur ces questions pour avancer encore plus, etc. Vous avez raison là-dessus. Voilà, pareil, je reconnais sur le grand public. Et après, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est vrai que quand on communique autant de grandes entreprises, il y a beaucoup de gens qui en partent quand même, surtout en France, avec un a priori un peu négatif, en disant non mais forcément ils mentent. Et donc de trouver une manière de communiquer pour dire là il y a les preuves en même temps, et en même temps il faut que ce soit aspirationnel, etc. C'est pas aussi simple que ça. Donc on travaille dessus. Et sur la partie compensation, en usine, donc on a fait nos panels solaires, on a fait des innovations, des bio,
différents systèmes donc, de production à énergie verte. On a créé une usine, juste pour vous donner des exemples, on a fait des partenariats avec la Chine, avec le gouvernement en Chine pour faire de l'énergie hydraulique qui nous permet d'être aujourd'hui en Chine carbone neutre. On fait aux États-Unis, on a trouvé une autre innovation pareil là avec le gouvernement local pour faire pareil de l'énergie verte avec un autre mécanisme. Donc on fait ça partout où nous sommes. Et on a eu aussi une politique d'efficacité énergétique qui nous a obligés de réduire de plus d'un tiers nos émissions. Parce que les gens se comportent différemment, fonctionnent différemment, etc. Donc c'est la première stratégie, c'est l'efficacité énergétique. La deuxième, c'est les énergies vertes. Donc on n'achète partout que de l'énergie verte. Et quand il n'y a pas l'énergie verte, on trouve une solution pour la produire nous-mêmes. Un des autres sujets, c'est l'éclairage des boutiques. Alors nous, on a énormément, on a presque 5000 boutiques dans le monde. C'est aussi un des axes d'amélioration dans les émissions de CO2. On a passé tout au LED partout. Et là, je vous assure qu'on voit une super différence. On a gagné 20% d'efficacité énergétique. Là, même, j'ai plus le chiffre en tête en termes d'impact sur les émissions de CO2. Et ça va aussi dans le sens de l'éco-conception des boutiques elles-mêmes. C'est-à-dire on passe de l'éclairage et on remonte jusqu'à la prise en compte de l'environnement dans toutes les dimensions de la boutique, y compris sur la climatisation et y compris demain sur la qualité de l'air qui pourra être très différente entre la boutique et l'extérieur. Donc il y a effectivement des leviers d'action qui demeurent très très élevés. Bonjour. Ma question s'adresse plutôt à Madame Valade. À partir de janvier 2021, la loi sur l'économie circulaire empêchera également non seulement que les producteurs alimentaires, mais les producteurs non alimentaires à ne pas détruire des produits. Donc ça empêchera maintenant tout distributeur et tout producteur de destruction de produits non alimentaires. J'ai deux questions. Aujourd'hui, savons-nous identifier les stocks qui sont détruits actuellement, et dans le futur, quels sont les leviers pour empêcher cette destruction de matières qui ont été produites et qui ont donc produit du CO2? Merci pour cette question qui évidemment m'intéresse particulièrement. La question des invendus, elle doit aussi se prendre en fonction d'un modèle économique. C'est-à-dire que là, je suis en train de découvrir que l'offre de nos produits est super adaptée à la demande. Autrement dit, on est plutôt... Enfin, on ne met pas trop de produits sur le marché. C'est déjà un sujet vraiment de modèle économique. C'est d'ailleurs assez intéressant, et vous, en tant qu'étudiant aussi à l'ESCP, ça doit vous intéresser. On est plutôt dans un problème d'offre. C'est-à-dire qu'on a du mal à suivre la demande. En tout cas, avant le coronavirus. C'est la première chose. Ensuite, la question des invendus, il faut la regarder extrêmement précisément parce que il y a tout un tas de solutions, et notamment celle du recyclage des invendus, de la réutilisation des invendus. Et alors, quand on met le nez là-dedans et quand on prend ce sujet à bras-le-corps, on voit effectivement la complexité des choses, parce que quand vous prenez une chaussure, quand vous prenez un vêtement, etc., il y a tout un travail de décomposition de ces produits en différents types de sous-produits, de manière à ce qu'ils soient réutilisés. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Notamment, par exemple, pour une chaussure, il y a 150 ingrédients dedans. C'est juste pour vous dire la complexité de la chose. Mais n'empêche que c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. Le micro ne marche pas, donc je vais juste essayer de parler fort. On vous entend très bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Amélie, je suis étudiante à l'ESCP. Ma question s'adresse plus particulièrement à Madame Valade. Vous parliez beaucoup de votre engagement sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a énormément des produits de luxe de seconde main qui se retrouvent sur des plateformes de revente. Est-ce que, en tant que grande maison de luxe, vous comptez vous aussi vous lancer sur ce marché? Alors ça c'est une question qu'on a mise sur la table. Il y a plusieurs
il y a plusieurs problématiques qui sont liées à votre question. Il y a le sujet aussi de la location et il y a le sujet effectivement de la seconde main. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde maison par maison, avec en ligne de mire quelque chose qui nous fait très peur, c'est tout ce qui relève de la contrefaçon. Et ça, c'est vraiment notre problématique. Donc une fois qu'on aura réglé ça entre guillemets, en tout cas qu'on aura un protocole extrêmement défini là-dessus, alors on pourra envisager sérieusement d'autres façons de faire. Mais c'est vrai que notre obsession, et à juste titre, c'est la contrefaçon. Bonjour. Excusez-moi, il y avait une jeune fille qui voulait poser une question. Oui, on s'est à parler, allez. Bonsoir. Oui, moi j'ai une question. En fait, j'ai l'impression que la question de Youssef a quand même été un peu éludée. Quand il parlait de le luxe, est-il un luxe qu'on peut encore s'offrir? Parce que finalement, on parle d'enjeux quand même qui sont assez pressants. Et j'entends que vos maisons respectives font beaucoup d'efforts là-dessus. Cependant, quand on voit la force de frappe que vous avez en termes de dessin, d'imaginaire d'une société, comment vous modelez l'imaginaire de beaucoup de gens en termes de désirabilité, comment vous envisagez justement la compatibilité des publicités que vous produisez, comment repenser justement ces publicités, comment réfléchir les milliards qui sont investis en communication pour produire des imaginaires qui sont complètement incompatibles avec une société sobre, comment rendre désirable une société sobre au-delà du simple geste du consommateur de recycler, de peut-être produire autrement. Voilà, par exemple, vous avez parlé de Mindful Luxury dans une île déserte. C'est pas ce que j'appelle vraiment un imaginaire de société sobre. Pour moi, c'est un imaginaire beaucoup plus localisé où on se contente de peu. Donc voilà, comment vous comptez prendre en compte ce genre de choses. Oui, moi je trouve votre question très intéressante et je ne prétends pas du tout d'avoir une réponse à cela. Parce que je la trouve intéressante parce on n'est pas d'accord, je pense, tout le monde ne veut pas le même imaginaire que vous. C'est-à-dire, il faut aussi être clair que la société que vous venez de décrire ne correspond pas encore pour beaucoup de personnes à la société dans laquelle ils veulent vivre. Donc il y a une transition à mener. Je ne sais pas si on doit arriver à cette société-là, parce que je pense quand même qu'on sera, j'ai l'espoir et aussi la croyance qu'on vivra différemment, mais qu'on sera toujours dans une société aussi où le plaisir, surtout lié à des produits de beauté qui sont quand même un besoin essentiel de l'humanité, sera là. Donc, si vous rigolez, alors là, des études du monde entier peuvent vous démontrer à quel point le désir de beauté, c'est-à-dire avec chacun sa définition, fait vraiment partie de nos besoins essentiels et depuis le début de l'humanité. Mais non, moi j'entends votre question et c'est vrai que je me suis souvent posé la question comment écrire ce récit qui nous permet de passer d'une consommation, donc en effet, de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le problème pour moi, il ne se pose pas en Europe. On est en train de mener cette transition. Moi, je vois ça très clairement en Asie. Par exemple, en Asie, le packaging, je vous donne juste un exemple concret, mais le packaging fait partie de la proposition de valeur. Donc, pendant que nous, on essaie de réduire la taille de notre packaging, d'enlever le doré, etc., pour qu'il y ait moins d'empreinte environnementale, il est très clair qu'on va être complètement pénalisé en business parce que ça ne fait pas du tout partie de l'imaginaire partagé. Et donc, sur cette écriture de récit, on a encore, je dirais pas encore qu'on n'a pas encore, on s'est pas encore posé les questions qu'il faut se poser. En effet, comment on va utiliser. Aujourd'hui, on utilise la force de nos marques pour une société dans laquelle la femme joue un rôle plus important. Donc vous avez beaucoup, la force de notre communication va être utilisée pour l'empowerment des femmes, pour
lutter contre les violences faites aux femmes, pour justement, comme vous parlez, du recyclage, etc. Comment changer de récit de société pour donner une vision? Je me demande aussi jusqu'où doit aller notre rôle là-dedans, parce que c'est quand même une vision de société qui doit être construite par une société démocratique, par des jeunes qui militent, par le vote, par des philosophes, par des sociologues, etc. Est-ce que nous, on doit anticiper ce récit-là et l'écrire à la place, ou est-ce qu'on doit refléter un besoin, un désir? Pour moi, c'est une question ouverte, où je suis vraiment intéressée d'avoir un débat, parce que moi, sur cette question-là, je n'ai pas une réponse finalisée. Oui, je partage complètement ce que tu viens de dire, mais je pense qu'il faut que ce soit un sujet de réflexion et de débat. Je vous fais quand même 2 réponses. Vous allez voir, elles sont un peu décalées, mais moi, elles me donnent beaucoup à réfléchir en ce moment. J'ai assisté à mon premier défilé. Et j'ai assisté à mon premier défilé à Montfermeil. C'était un défilé qui était organisé par la ville de Montfermeil avec des jeunes de Montfermeil à qui on prêtait un certain nombre de matières, donc dans nos maisons maquillaient les jeunes filles qui défilaient. Et l'astuce, comment dire ça, l'intelligence dont elles ont fait preuve, justement pour commencer à dessiner d'autres looks, d'autres visions du vêtement, etc., laisse des portes extrêmement intéressantes à continuer à ouvrir pour réfléchir à cette question. Même remarque quand on va se promener, ça je vous invite aussi, on verra comment on peut organiser ça, à l'Institut des métiers d'excellence qu'on a installé à Clichy-sous-Bois, où on a à peu près 300 apprentis par an, et on les fait travailler aussi sur ces questions. Et là, il y a des choses qui apparaissent fortement, mais qui redessinent en même temps les attendus du luxe, avec cette volonté qui est des normes portées par le luxe très différentes de celles de maintenant, mais la question reste ouverte du comment et de quel contenu exactement. Donc voilà, c'est un sujet aujourd'hui de débat, de travail en tout cas. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces éclairages. Ce que je retiens quand même de votre présentation, c'est que globalement, vos clients se moquent un peu de la qualité environnementale des produits et que ça ne constitue pas vraiment un motif d'achat. En tout cas, c'est ce que vous avez dit, on va dire. Ma question est, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire pour informer et sensibiliser votre clientèle et justement redorer le blason de la qualité environnementale de futur peut-être de vos produits et en faire un avantage concurrentiel à l'avenir? Alors, moi je suis un grand fan de la complexité et donc là vous avez essayé d'essentialiser ce que je dis sur une conclusion avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas qu'ils s'en fichent et surtout je ne dis pas qu'ils s'en fichent partout dans le monde de la même manière. Justement, si les choses étaient aussi simples que cela, on aura de trouver des réponses de plus longue date. Donc non, en France, clairement, les gens ne s'en fichent pas du tout. Et dans d'autres parties du monde non plus. Et demain, je pense que ce sera aussi le cas en Asie. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, il y a des ambivalences qu'il faut prendre en compte et où il faut, autant qu'entreprise qu'on réfléchit stratégie, on doit pousser, mais on ne doit pas pousser aussi loin qu'on perd les gens qui veulent travailler avec nous ou qui veulent nous acheter. Donc nous, oui, je pense que notre responsabilité, c'est de pousser un peu plus loin chaque fois. Je pense, parce qu'on fait aussi le pari que tout le monde suivra. Aujourd'hui, c'est aussi une forte attente. Vous avez une partie des consommatrices en France qui attend que ça de nous. Donc je pense que notre rôle, c'est donc il y a ceux qui sont intéressés, les informer. Donc c'est ce dont je vous ai parlé, qu'on va lancer en avril avec donc un niveau très très approfondi de l'information. Avec deuxièmement, après on fait aussi beaucoup de choses où on le fait sans le dire. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une stratégie de remplacement de plastique par du plastique recyclé que le consommateur, consommatrice ne va pas se rendre compte
Mais nous, en 2025, on sera à 50% plastique recyclé et en 2030, on sera à 100% plastique recyclé. Le consommateur, la consommatrice ne va même pas se rendre compte. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Mais dans tout ce débat sur le récit, notre responsabilité maintenant, je trouve que la prochaine phase où on doit accélérer et être plus fort, c'est que de mettre des innovations sur le marché qui sont complètement durables, mais qui vous donnent tellement envie que vous achetez donc le produit durable, celui qui aura un impact aligné avec les limites de la planète et pas plus, et qui vous fait sentir bien et en même temps. Et cette innovation-là, cette dernière étape-là, on ne l'a pas encore complètement craquée, et ça sont les prochains enjeux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, parce que vous dites, c'est quoi votre question? Je vais vous essayer en gros de montrer comment est-ce qu'on peut vous adapter à une demande en gros de produits respectueux dans l'environnement. Ma question est plutôt comment est-ce que vous allez peut-être prendre le contre-pied de ça et créer cette demande de produits respectueux dans l'environnement. Donc justement, en fait, c'est une question stratégique. Est-ce que vous pouvez vous démarquer de vos concurrents sur ce point-là, du coup en créant une demande que vous allez accaparer complètement, ou est-ce que ça ne fait pas du tout partie du Si, absolument. Mais est-ce que c'est pas un mouvement parallèle? La demande pour des produits plus durables va augmenter, et bien sûr, nous, comme c'est vraiment inhérent à ce qu'on veut faire, on va aussi la susciter. Par exemple, aujourd'hui, L'Oréal a une recherche et innovation qui est historiquement à l'origine vraiment de ce que nous sommes. Nous sommes en train de complètement la transformer vers les biotechnologies, la chimie verte, etc. Et on voit que ça suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion de la part de la consommatrice et du consommateur. Et là, on va être donc dans un récit. Mais moi, je pense que c'est un mouvement dans les deux sens. C'est répondre à une demande et bien sûr, par l'innovation et par notre transformation, susciter également de l'addition. Oui, je pense que c'est aussi la capacité que nous avons à prendre des risques, c'est-à-dire à mettre sur le marché des produits dont on n'est absolument pas sûr, des produits évidemment respectueux d'un certain nombre de critères environnementaux, davantage que le produit d'avant, dont on n'est pas sûr qu'ils vont trouver une demande. Ça nous est arrivé, hein. Mais ça marche dans les deux sens pour l'instant. Le produit dont je vous parlais tout à l'heure de Guerlain, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Parce que dans le luxe, et on parlait de représentation tout à l'heure, il faut que ça soit lourd pour que ça soit luxueux. Et c'est cette représentation-là qu'on essaye de faire sauter complètement. C'est-à-dire un produit luxueux n'est pas un produit qui est en poids lourd ou en volume. Donc on n'était pas du tout sûr que ce nouveau packaging allait marcher. Ça a marché. En revanche, et là aussi je continue à parler de prise de risque, alors là je ne citerai pas la maison, mais on a un fond de teint qu'on a mis sur le marché dont les composantes sont naturelles à 90%. Ça marchait du feu de Dieu au début, mais aucun réachat. Voilà. Bon, donc ça fait rien, on va continuer, on va comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc., etc. Mais vous avez raison, il y a une super prise de risque, et c'est notre rôle aussi que d'avoir. Je suis désolé, mais bon, on est déjà en retard et on y a encore plein de questions dans la salle. On en prend une dernière et après on s'arrête. Je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu poser de questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc, d'abord, merci et bravo pour votre courage, parce que je trouve que les questions ce soir ont été très honnêtes et très franches, mais je pense que le temps nécessite ce type d'interrogation sans passer par une diplomatie inutile. Ma question est adressée à Mme Valade, dont je partage le fait d'être dans le groupe récemment comme elle. Je sais qu'au sein de LVMH, il y a le projet Aura, qui est un projet de blockchain qui consiste à effectuer de la traçabilité sur les produits. Donc la question a été posée dans l'Assemblée sur le fait de vendre des produits via des tiers, notamment ça est pertinent pour la maison Vuitton. Ce projet est partagé avec Kering et inclut différents acteurs, mais ingénieur de formation que je suis, je sais que la blockchain est une technologie très très polluante. Maintenant, l'IT est en train d'être, comme ça a été dit par les organisateurs, l'un des points les plus polluants en termes d'énergie. De plus en plus, c'est 10% d'augmentation par an à peu près.
quelle est la réponse que propose le groupe à cette initiative? Alors là, il faudra que je vous revoie pour vous répondre parce que je ne suis pas bien au courant de ça, j'en suis navrée. En tout cas, sur l'enjeu lui-même de l'empreinte environnementale de l'IT de manière générale, là, j'aime vous dire qu'il y a une super prise de conscience de cela et que je ne suis pas du tout une technicienne du truc, mais ça dépend quand même énormément de la décentralisation ou non du stockage des données. Donc c'est là-dessus qu'on bosse. Je serai plus précise dans quelques semaines. Donc juste pour conclure rapidement, on souhaiterait remercier le SCP pour avoir accueilli la conférence, puis les deux modérateurs pour un réveil écologique, et enfin les deux intervenantes pour leur présence et pour avoir joué le jeu de cette table ronde. Merci beaucoup.